Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. 21 novembre 2020, dans la commune de Déhay, en Guadeloupe, Claude Jean-Pierre est contrôlé par la gendarmerie. L'interpellation prend d'un coup une étrange tournure. L'homme âgé de 67 ans est violemment sorti de son véhicule et étendu sur le sol sous un soleil de plomb. Transporté à l'hôpital, quelques jours plus tard, Claude Jean-Pierre, appelé Clodo par ses intimes et ses proches, décède des suites des blessures survenues lors de ce contrôle routier. Depuis, sa fille, Fatia Alcabellar, et son gendre, Christophe Sinan, se battent pour obtenir justice. Dans le film documentaire du journaliste Harry Roselmack, L'État républicain, on revient sur cette affaire, les faits, l'enquête, le déni de justice, tout est abordé. Et pour reprendre une expression du moment, on y dit les termes. Notamment sur la défaillance récurrente de l'appareil policier et judiciaire français aux Antilles. Car hormis l'affaire Claude Jean-Pierre, le film évoque 3 autres cas qui ont secoué la Guadeloupe. Les images ont tout changé dans ma tête. C'était... Je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là pour que cette violence inouïe et soudaine nous claque comme ça en plein visage. Ils ont brisé le cou de mon frère. Et puis ça a été l'effroi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était effroyable. C'est pas la procédure. Ce n'est pas cela l'ordre. C'est d'ailleurs tout le contraire de l'ordre, c'est du désordre. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ma première question, elle va s'adresser d'abord à vous, monsieur Roselmack, Harry. Pourquoi avoir voulu faire ce documentaire? Pour le récit que vous venez de faire en tout début d'introduction, qui est déjà glaçant, mais quand vous êtes confronté aux images, quand ça vous est raconté par Fatia, la fille de Claude, par Christophe, quand il vous raconte aussi le combat qui est le leur pour simplement obtenir quelque chose qui s'approche d'une vérité qu'on peut constater sur les images, quand vous êtes confronté à tout ça et que vous êtes journaliste et que vous êtes producteur et que vous avez potentiellement le moyen de faire quelque chose, bah vous le faites. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Et pour revenir justement à cette affaire, est-ce que vous pouvez, Fatia, est-ce que tu peux nous rappeler les faits, même si je les ai rappelés brièvement? Toi, comment tu as appris cette nouvelle et qu'est-ce qui s'est passé pour ton père justement ce jour-là? Alors ce 21 novembre, il est vrai que mon père entrait tranquillement chez lui. Et lors d'un simple contrôle routier, un banal contrôle routier, les choses se sont passées très vite. Les 2 agents de la gendarmerie qui ont opéré ce contrôle ont eu des gestes inappropriés. Et malheureusement, mon papa était à l'hôpital ce jour-là, le 21 novembre. Il a été admis au CHU de Pointe-à-Pitre. Il y passera 12 jours et décédera malheureusement à la suite de ses blessures. Donc j'ai appris son hospitalisation le lendemain. Je me suis rendue à son chevet en Guadeloupe, puisque moi j'habite ici en France. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs médecins qui étaient vraiment étonnés de l'ampleur des blessures. Et il y avait en fait un décalage entre la version qui nous a été transmise par les forces de l'ordre et les blessures constatées. Il faut savoir que les 2 gendarmes qui ont opéré ce contrôle ce 21 novembre nous ont informé que mon papa était dans son véhicule, qu'il en est sorti et qu'il s'est effondré au sol et que les blessures résultaient de cette chute. Sauf que quand nous, on a pu visualiser les images de la vidéosurveillance de la ville de Déhay, on se rend compte qu'il n'en est rien. Que les 2 gendarmes ont extirpé mon père avec une telle violence qu'il en est ressorti inerte. Et c'est à l'hôpital qu'on a pu déceler la compression de la moelle épinière, les 2 vertèbres cassées et également l'état de tétraplégie. Ça a été très très compliqué pour nous de recevoir ces nouvelles, puisque nous, de prime abord, on a plutôt eu tendance à croire à la première version qui nous avait été donnée. Et à partir de là, Christophe, vous avez décidé de vous mobiliser, vous avez décidé d'alerter la population sur place, mais aussi ici dans l'Hexagone? Oui, effectivement, en fait, on l'a décidé, mais pas vraiment volontairement, en fait. Puisqu'en fait, au début, nous, on était juste à la recherche du comment, du pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué de telles blessures, et n'expliquait
par le service médical. Et en fait, c'est en menant des investigations, comme on le dit dans le documentaire, qu'on se rend compte, en visualisant la vidéo, qu'en fait, on nous a menti tout simplement. Et que les 2 gendarmes sont clairement responsables des blessures qui étaient constatées dues au choc violent qu'il a subi à l'intérieur de l'habitacle et au traitement inhumain qu'il a subi ensuite par ailleurs. Donc nous, au début, on a fait confiance à la justice, tout simplement. On a suivi les règles, jusqu'à maintenant, on le fait. On suit les procédures, mais on se rendait compte à un moment donné qu'il y avait des murs qui se dressaient devant nous, une certaine omerta. Et donc on s'est dit que seul, on pesait pas lourd en fait face à l'appareil judiciaire et qu'il nous fallait du soutien, qu'on devait informer la population que là-dessus, sur ce dossier-là, il y a potentiellement un problème et qu'avec la solidarité, avec l'entraide, on pouvait tous y arriver. Et en fait, nous, on ne demande rien de particulier, on veut juste un procès, un débat contradictoire, que les gendarmes nous expliquent ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce qui a provoqué ce déchaînement de violence qui résulte de l'amour d'un homme, en fait, compte. Vous en parlez tous les 3 depuis tout à l'heure, la vidéo, car dans ce genre d'affaires, en général, on manque parfois d'images. Mais là, il y a une vidéo qui change tout, car on peut l'analyser. C'est ce qui a été fait dans le documentaire. Et notamment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi l'avis d'un gendarme, d'un ancien gendarme, qui voit toute la procédure de ce contrôle et qui donc détaille point par point ce qui ne va pas. C'était important pour vous, dans ce documentaire, de justement analyser concrètement cette vidéo ? Bien sûr. Il était très important pour nous de faire un travail factuel. Parce que c'est vrai que quand vous êtes sur ce genre de sujet, on pourrait croire que vous endossez une activité militante, un combat de dénonciation. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, Christophe et Fatia viennent de le rappeler. Au départ, ils croient ce que leur disent les gendarmes. On est là face à des citoyens qui ont une entière confiance dans l'appareil policier et judiciaire de leur pays et qui se rendent compte, en regardant quelque chose qui est objectif, à savoir les images, qu'il y a un truc qui est décalé et qui ne correspond pas à ce qu'on leur dit. C'est un peu l'histoire d'un réveil brutal, douloureux, mais qui est l'histoire d'un réveil face à un système qui, en l'occurrence, est défaillant. Et on se rend compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en analysant d'autres affaires précédentes, on a le même type de défaillance. Donc là se pose vraiment la question d'un système qui ne fonctionne pas. C'est pas une erreur ou une personne qui a mal agi. C'est le système qui dysfonctionne de cette façon et qui protège les uns au mépris de la justice. Et ça, c'est absolument pas normal en République française. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je ne pouvais qu'essayer de traiter cette affaire-là. Il faut se rappeler que le 21 novembre 2020, on est 6 mois après la mort de George Floyd. C'est-à-dire que tout le monde entier s'émeut de la mort de George Floyd, à raison. On a sur le sol français un cas qui est un peu du même ordre, où on a effectivement un homme noir qui meurt suite à une action de gendarmes, de forces de l'ordre, et peu de monde est au courant, et 2, personne ne réagit, et 3, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, la justice semble vouloir faire passer cette histoire par pertes et profits, et c'est juste pas normal, quoi. Justement, vous en parliez rapidement là en répondant, mais vous êtes Harry Roselmack, journaliste français, connu, reconnu. C'est rare de vous voir, en tout cas de mon point de vue, sur ce genre de sujet-là. Est-ce qu'il y avait pour vous une mission journalistique de mettre en lumière ce qui se passe dans les Antilles et donc de cette affaire scandaleuse, ou c'est un tournant, entre guillemets, dans votre carrière de parler de plus en plus de sujets là où, entre guillemets, parfois on vous attend? Non, c'est pas un tournant du tout. Dans 7 à 8, on a traité l'affaire Naël. On traite les affaires de violence policière qui, en général, on avait traité l'affaire Michel Zecler dans 7 à 8. Donc, on traite les affaires qui nous arrivent. Là, la différence dans cette affaire Claude Jean-Pierre, c'est que cette affaire se passe en Guadeloupe et qu'elle met du temps à sortir, qu'elle sort difficilement et que nous, on n'y a pas vraiment accès au moment où ça se passe. C'est-à-dire que nous, on tourne ce documentaire plusieurs années après les faits. Parce qu'au moment où ça s'est passé, on n'y a pas eu accès pour des raisons qui nécessiteraient sans doute une émission. Hein, mais on n'a pas eu accès à cette information. Donc non, c'est pas quelque chose de particulier. Je considère que c'est mon métier, enfin notre métier de journaliste, qui est d'analyser le fonctionnement de la société et de mettre en lumière ses défaillances. Voilà, et c'est exactement ce qu'on a fait.
Et en parlant des défaillances donc judiciaires et policières, il y a d'autres affaires, on va revenir sur la vôtre, mais il y a d'autres affaires aussi emblématiques en fait qui nous montrent qu'en fait on est peut-être dans un système. L'affaire Salin, l'affaire Assor, ou même plus récemment Ronnie Selly. Est-ce que selon vous, on est dans un système qui fait qu'en fait cela se reproduit et qu'on n'arrive pas finalement à changer tout ça? Alors je vais même aller plus loin dans l'analyse, puisqu'on a aussi l'affaire, entre guillemets, mai 67, qui est un réel traumatisme pour la société guadeloupéenne et antillaise, puisqu'on a quand même une commission, c'est pas nous qui le disons, c'est la commission Stora, qui évoque quand même plus de 87 morts sur le sol de la République, et jusqu'à maintenant, même pas un procureur a été saisi. Donc, dans n'importe quel autre département français, on a l'impression qu'un juge, qu'un procureur aurait été saisi pour mener à minima une enquête, pour savoir ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, à chaque fois, c'est toujours le même processus. On a des victimes et on n'a jamais de coupables. Et en fait, dans le documentaire, la sœur de Charles-Henri Salin le dit clairement, à la fin du procès, le gendarme part comme s'il était un héros, accompagné de motards, comme s'il était un ministre. Donc c'est juste, moi je le dis dans le documentaire, moi je trouve ça affolant pour la République, comme le disait Harry. Donc je pense que c'est ensemble qu'on doit trouver des réponses collectives. Nous, on n'est pas des politiciens, on lutte avant tout pour la société civile. On veut qu'il y ait une société qui soit équitable et juste pour tout le monde. Donc c'est à travers des affaires comme ça qu'on doit éveiller des consciences, qu'on doit faire comprendre que quand certaines choses ne fonctionnent pas, on doit tous ensemble, de manière collective, mettre le doigt dessus et trouver des solutions collectives. Et c'est important que tu rappelles cela, car même dans l'affaire Claude Jean-Pierre, un des gendarmes a été promu alors que l'enquête n'était même pas encore terminée. Donc encore une fois, ça rappelle un sociologue dans le documentaire qui dit que souvent on promeut ces gendarmes et ensuite on les envoie ailleurs. Il était important aussi d'analyser la société antillaise, en tout cas à travers ses rapports avec la police et la justice. Oui, bien sûr. Il y a tout un contexte qu'on essaye de faire vivre un maximum. La grande difficulté pour nous, en tant que fabricants, c'est que on est effectivement sur une affaire qui est en cours, mais dont l'action est passée, et donc on est dans du témoignage, on est dans du récit. On a essayé, je pense qu'on a réussi, et je rends hommage ici à David Paracerano, le réalisateur du film, et à toute l'équipe, Philippe Mugerin, Daniel Nlandou, qui ont tourné les images, Steve Lancastre, qui a travaillé le son, la musique a une place aussi importante dans le film. C'était effectivement de restituer un contexte, et un contexte qui est certainement, en tout cas on a une des avocates qui le dit, favorable à un entre-soi qui fait que la règle commune, la règle républicaine, elle peut être détournée, contournée pour protéger ceux qui font partie de l'entre-soi, justement. Et moi, mon sentiment, c'est que ça génère plein de problèmes. Et ça génère des problèmes d'abord pour la police et la justice, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est-à-dire que pour être respecté, la police, la justice, nos institutions républicaines doivent être respectables. Si elles-mêmes s'extraient des principes qu'elles sont censées représenter, elles ne seront pas respectées. Et du coup, qui est-ce qui va payer les pots cassés de ça ? Ce sont aussi les gendarmes et les policiers sur ces territoires-là. On a en ce moment à Nouméa une explosion de violence qui montre que la République et ses institutions ne sont pas respectées dans nos territoires comme elles pourraient l'être ailleurs, mais si elles ne le sont pas, c'est parce qu'il y a aussi des choses qui font dire que on s'octroie des passe-droits, on n'est pas soumis soi-même à cette justice qu'on est censé représenter. Enfin, il y a des choses qui mettent en colère finalement, qui créent de la frustration. Et ça finit par s'exprimer aux dépens même de ces mêmes institutions. Donc, en faisant ce genre de film, on défend les institutions de la République. Et en parlant de choses qui mettent en colère, il y a une image assez forte et qui, du coup, moi, depuis que je suis l'affaire Claude Jean-Pierre d'ici, de France, de l'Hexagone, je ne m'étais pas rendu compte de ce... Il y avait quelque chose qui était vraiment profond. C'est notamment l'image, et je m'adresse à toi, Fatia, car dans le documentaire, c'est toi qui en parles, du gendarme qui met son pied sur un chapeau en recouvrant la tête de votre père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Et quand tu as découvert... Enfin, on t'a peut-être pas vu les images, c'est ce que j'ai compris, mais quand on t'a raconté ça. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu les images, mais l'une des choses qui a beaucoup marqué la plupart des personnes qui ont vu les images de la vidéosurveillance, c'est l'image du gendarme qui pose un chapeau sur la tête de mon papa pour le protéger du soleil, et il maintient ce chapeau avec son pied.
Donc, il a le pied posé sur la tête de mon père. Et ça, en fait, c'est une image qui a été outrageante pour beaucoup d'ultramarins, beaucoup de personnes qui vivent ici en France et aussi chez nous, parce que c'est le pied du colon qui repose sur la tête d'un homme noir. C'est toujours ce système colonial qui prend le dessus. Et nous, on se bat aussi pour ça, parce que c'est aussi une forme de mépris pour la population. Et c'est de là aussi qu'on a eu un regain de soutien, parce que les personnes se sont vues vraiment piétiner. Tout le monde s'est vu à la place de mon papa et en fait s'est senti concerné. Et à travers le documentaire, justement, on essaie toujours de maintenir ce sentiment d'appartenance, que les personnes se sentent concernées par cette problématique qui peut nous arriver à tous. Parce que justement, le titre du documentaire, c'est l'État républignal. Donc si on l'entend bien, on a un mélange de république et de colonial. Le traitement et la manière dont on s'occupe des Antilles, voilà, effectivement, il y a un système colonial, j'ai l'impression, qui n'est pas totalement disparu. Et dans le documentaire, notamment à travers les différents exemples de cas de violences policières, on a quand même ce sentiment-là. Et la question que je pose souvent, c'est une question qui j'ai l'impression qui est un peu en fond dans ce documentaire, c'est les Antillais sont-ils des Français à part entière ou des Français entièrement à part? Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez voulu, avec ce documentaire, répondre ou en tout cas la suggérer? Alors, pas au départ. Au départ, quand on est parti sur ce film, c'était vraiment pour raconter cette injustice présumée, bon, parce que les choses ne sont pas terminées, heureusement, mais en tout cas, elles sont parties d'une façon qui est inquiétante. Donc, c'est vraiment l'idée, c'était de raconter cette histoire. Mais quand on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait autant de similitudes qu'on n'avait pas anticipé entre les différentes affaires, des pièces à conviction qui disparaissent, des enquêtes qui sont menées plutôt à charge contre les victimes et pas contre les personnes qui sont impliquées, les représentants des forces de l'ordre qui sont impliqués. Enfin, on se rend compte vraiment qu'il y a localement un système qui fonctionne mal, avec, de fait, un parfum d'histoire et un parfum de colonie. C'est pour ça qu'on a assumé d'appeler ce film l'État républignal, parce qu'on a une république qui est, en l'occurrence, très imparfaite. Et en fait, on n'hésite pas, nous, en France, et tout le monde en est d'accord, y compris les politiques, à regarder ce qui se passe aux États-Unis et à dire, aux États-Unis, il y a un vrai problème. Les Afro-Américains sont victimes de la police, il y a tant de morts, etc., etc. Et on n'est pas capable de faire le même constat en France. Je ne comprends pas. Ce sont the Black Lives Matter, les vies noires, elles comptent partout, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit sur le sol français. Et donc, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a systématiquement des hommes noirs qui sont tués par des représentants des forces de l'ordre et que les représentants des forces de l'ordre ne sont pas condamnés par la justice, on est face à un problème qu'il faut dénoncer. Non, c'est juste, et c'est très bien que vous ayez fait ce parallèle avec les États-Unis, car effectivement en France, on est toujours un peu hésitant là-dessus. Et dans cette affaire, au départ, le procureur demande également un non-lieu. On en est où aujourd'hui? C'est ce qui a, notamment, cette demande de non-lieu va justement faire réagir la population. On se rend compte qu'effectivement, il y a encore, alors que les images sont là, c'est quand même assez surprenant qu'il requiert ça. On en est où aujourd'hui dans la procédure judiciaire? Alors effectivement, il y a le procureur de la République qui avait demandé des réquisitions à l'effet de non-lieu. Donc nous, quand on a appris cette nouvelle, tout de suite, on n'a pas cédé à l'effondrement. On a décidé de résister et de passer à l'offensive, en fait. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'on a vraiment eu un soutien populaire, un soutien des artistes, un soutien médiatique. On a eu également un soutien des associations politiques et de la société civile. Donc toute cette énergie, j'ai envie de dire, a fait que la juge n'a pas suivi les réquisitions du procureur, ce qui est extrêmement rare, puisqu'on le sait, 90% des cas, là où le juge d'instruction qui sont saisis suivent les réquisitions du procureur. Donc là, grâce au rapport de force qu'on a su instaurer, la juge a décidé de continuer l'enquête. Donc aujourd'hui, on a une contre-expertise qui est rentrée, qui confirme encore que les blessures constatées sont dues aux conditions de l'extraction. Et donc, encore aujourd'hui, on est toujours dans l'attente d'une mise en examen. Donc, c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. On a aujourd'hui un documentaire sur lequel on peut se reposer, que moi, je considère comme étant un outil pour la procédure, qui démontre effectivement, puisque c'est du factuel, que
il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des preuves qui sont évidentes qui devraient mener à minima à une mise en examen, c'est-à-dire un procès pour les 2 gendarmes impliqués. Donc aujourd'hui, c'est l'état de la procédure. On a une contre-expertise qui est rentrée. Nos avocats devraient communiquer rapidement là-dessus, puisqu'on essaie de faire vivre le documentaire pour informer la population de l'enquête qui a été faite par les journalistes dont Harry Roselmack. Et donc, on essaie de faire vivre ce documentaire, de tout simplement faire passer l'information face à ce déni de justice que l'on connaît. Et ensuite, nos avocats communiqueront, nous aussi on communiquera, pour faire, en espérant qu'entre-temps, les institutions auront réagi en notre faveur. Pas en votre faveur, en faveur de la justice. Tout à fait, tout à fait. L'enquête journalistique que vous avez menée, certainement avec vos équipes, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Car dans le documentaire, on voit bien qu'il y a plusieurs institutions qui décident de ne pas vous répondre. Mais en dehors de celle-ci, est-ce que ça a été une enquête, vu votre expérience, simple à mener ou pas? Non, ça n'a pas été une enquête simple. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jimmy, Brother Jimmy et Naïsa Ripon, qui ont été les 2 journalistes enquêteurs sur le terrain et qui ont dû batailler pour convaincre les gens de parler, que ce soit surtout les témoins des faits de ce 20 novembre et certains des proches de la famille de Fathia. Pourquoi? Parce que les gens ont peur finalement. Les gens ont l'impression, en disant leur vérité, en disant soit ce qu'ils ont vu, soit ce qu'ils ont ressenti, ils ont l'impression qu'ils témoignent contre l'État. Ils ont l'impression qu'ils témoignent contre les gendarmes et ils ont l'impression qu'on va leur faire payer. Et donc les gens... Certaines personnes ont un peu peur de payer. Il y a des gens de parler, pardon. Il y a des gens qui ont témoigné spontanément et il y en a d'autres qui ont dû être un peu travaillés au corps, comme on dit dans le métier, par Naïsa et Jimmy pour témoigner. Donc oui, ça a été une enquête difficile. Et oui, c'est une enquête imparfaite parce que dans l'idéal, on aurait aimé, et on les a sollicités, avoir le procureur de la République de Basse-Terre et d'avoir la gendarmerie nationale. À Issy-les-Moulineaux, on a sollicité la direction générale, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Donc, à partir du moment où c'est dit dans le film, nous, on a fait notre travail. Le problème, c'est que quand vous êtes absent sur ce genre de sujet, peut-être parce que vous estimez que votre présence serait peut-être pire que votre absence, toujours est-il que votre parole manque. C'est vrai, mais on a des choses, comme vous l'avez dit, on a fait témoigner un gendarme, un ancien gendarme, qui n'est pas un proche de Claude Jean-Pierre, qui lui analyse l'intervention des 2 gendarmes mis en cause, impliqués de façon factuelle au vu de la procédure, et qui nous dit tout ce qui ne va pas dans les gestes qui ont été faits par ces gendarmes. Je vais préciser aussi qu'en fait, à aucun moment, Fathia ni moi n'avons été impliqués directement à l'enquête qui a été réalisée. Puisque même nous, on a découvert au moment du documentaire qui ont été les personnes interrogées. D'accord. Donc je pense que c'est important de préciser cela aussi. Effectivement, parce que vu votre énergie à tous les 2 pour faire parler de cette affaire, vraiment indépendamment du média que je suis, ce que vous faites, j'aurais pu me dire effectivement que vous avez absolument sollicité Harry Roselmack et tous les témoins du documentaire, donc vous faites bien de préciser cela. Justement, je parlais de l'énergie que vous mettez. Fathia, cette énergie pour faire parler de cette affaire, pour mobiliser les gens, pour faire entendre votre voix, elle vient d'où? Parce que dans le documentaire, Christophe dit ma femme est forte, je me demande à quel moment... j'ai juste peur du moment où elle va craquer, mais elle vient d'où cette énergie-là? De mon papa, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'au début, je me demandais beaucoup comment j'allais faire, comment j'allais tenir, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que le combat soit aussi compliqué, aussi long. On a une famille qui est assez soudée. C'est vrai que ce type de combat peut casser une famille, peut détruire beaucoup de choses. Et en fait, ma ténacité, je ne saurais pas vraiment expliquer d'où je la sors, d'où je la tiens. Je pense que mon papa et mes proches m'aident beaucoup. On a reçu beaucoup de soutien venu de part et d'autre du globe, puisqu'on a des militants. On a rencontré récemment quelqu'un qui venait du Sénégal, qui nous a reconnus et est venu nous remercier parce que notre affaire est connue au Sénégal, on ne le savait même pas. Donc, cette force et cette ténacité, on la tient aussi de ça. Je la tiens aussi de ça, de tous les soutiens qu'on a. Et après, je suis quelqu'un de nature assez calme.
Donc c'est vrai que tenir ce genre de bataille pendant aussi longtemps, il faut aussi savoir jauger son calme, savoir économiser son énergie dans des choses positives, pas dans la colère, puisque avec la colère, je ne pense pas qu'on aurait tenu aussi longtemps. Non, très, très juste. Là, je vais m'adresser aux producteurs, réalisateurs de ce documentaire. La question que je me suis posée, c'est pourquoi on le trouve sur une plateforme et pas sur une grosse plateforme plus connue ou sur un diffuseur télé. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le documentaire sort de cette manière-là ? Pour faire concis, il y a deux façons de produire un documentaire. Soit vous faites un dossier, vous envoyez ce dossier à des diffuseurs, des plateformes, des chaînes de télévision. Ce dossier est traité, on vous répond, on vous dit éventuellement ça m'intéresse, allez-y, et du coup le média en question finance la production du documentaire. Ça, c'est la solution qu'on utilise dans 95% des cas. Moi, je fais partie de ces producteurs, peut-être, sans doute, un peu fous, en tout cas passionnés, qui estiment que parfois on n'a pas le luxe, on n'a pas le temps de passer par là, parce qu'il faut savoir que c'est des procédures qui prennent extrêmement longtemps, et quand je dis extrêmement longtemps, c'est plusieurs mois, minimum 2 mois. Et là, sur cette affaire, comme je le disais tout à l'heure, déjà on part en retard, parce que ça se passe en 2020, on tourne à l'été 2023. Donc on est déjà très en retard, et je pressens que si je fais un dossier, le temps de faire le dossier, le temps de l'envoyer, le temps de relancer mes interlocuteurs, d'avoir un retour, ça va mettre un temps infini et que le truc risque de s'étioler et que le film risque de ne pas se faire. Même et si, comme entre guillemets, excusez-moi de vous couper, même si, vous êtes Arion Zabag, vous travaillez sur TF1, dans Éléphant et compagnie, ça peut aider, vous avez un réseau qui peut vous permettre peut-être d'accélérer, même pas. Ça marche pas comme ça. Non, malheureusement pour moi, ça marche pas comme ça. J'ai cru. Mais donc, on se dit, allez, on y va à compte de producteur, donc on finance la production du film avec nos équipes, tout le monde fait des efforts, tout le monde est payé moins que ce qu'il aurait été si jamais le film avait été acheté dans des conditions normales, et on part et on produit ce film, et au moment de le diffuser, effectivement, c'est pareil. Soit on l'envoie à tous les médias, ce qu'on a quand même fait, et ça met encore une fois un temps infini à vous revenir avec une chaîne qui vous dit je trouve ça suffisamment dans ma ligne pour l'acheter et pour le diffuser. Pour l'instant, on n'a pas ce retour-là. Moi, je voulais absolument qu'on le diffuse rapidement, notamment il y avait le FMI, et puis l'affaire évolue aussi. Enfin, en tout cas, tout le monde espère qu'elle va évoluer rapidement, et on ne pouvait pas prendre le risque qu'il y ait des développements qui nécessitent une mise à jour du film. Donc, on a créé une plateforme dédiée. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça, qui fabrique ce genre d'outils. Donc, on a fait une plateforme dédiée, État républignal toutcollé.com ou claudejeanpierre.toutcollé.com. Si vous tapez ces 2 mots dans votre barre d'adresse ou sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur la plateforme dédiée au film, et pour 5 €, vous pouvez visionner le film pendant 48 heures. Non, très bien, effectivement, ça change, mais vous aviez fait pareil aussi pour votre film, il me semble aussi, il y avait eu ce même principe. J'avais fait pareil pour mon film, ça avait été un échec retentissant, et là je recommence comme je suis têtu. Je recommence, non mais en me disant que sur ce sujet particulier, c'est pas une œuvre artistique qui certes fait sens, mais qui est une œuvre artistique. Là, on est dans une réalité qui doit être connue du plus grand nombre et qui doit engager le plus grand nombre. Donc là, on est dans quelque chose qui nécessite un engagement. Je pense que la plupart des gens, évidemment, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Évidemment que 5 €, c'est pas 0 €. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mettre 5 € pour découvrir cette réalité-là et pour la partager, pour être informé et pour peser aussi pour que ça change. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. 1, pour que ce qui se passe en Guadeloupe intéresse le national, il faut déjà que la communauté antillaise s'y intéresse elle-même et qu'elle montre qu'il y a une volonté de s'emparer d'un sujet, de partager un sujet au niveau national. Et là, il y a plus de chances pour que, effectivement, nos histoires et nos problématiques intéressent aussi Paris. Et il y a aussi le fait de peser pour que les choses changent. Si personne ne dit rien, personne ne montre quoi que ce soit, personne ne réagit, il n'y a aucune raison pour que ces systèmes confortables, en tout cas qui sont confortables pour les gens qui en profitent, changent. Il n'y a pas de raison. Effectivement. Là, la suite pour vous, bien sûr, il y a cette promotion autour de ce documentaire, que j'espère justement sera vu par le plus grand nombre. Honnêtement, en plus,
Petite précision, moi ce que j'ai apprécié, c'est que contrairement à ce que j'ai pu voir de cette affaire depuis le départ, c'est que là on a un vrai portrait de ton père, de ton beau-père, et donc du coup je trouve que ça rend l'histoire encore plus intéressante pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'histoire, car on va comprendre qui est le personnage avant d'arriver justement dans les faits plus concrets. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une des réussites pour moi du documentaire, étant donné ce que je connaissais déjà de l'affaire. Donc quelle est pour vous là maintenant la suite à tout ça? Alors oui, non, mais c'est bien, c'est important de rebondir sur ce que tu disais, puisque la plupart du temps, dans ces affaires de violences policières, on a tendance à déshumaniser les victimes. Et ce documentaire réhumanise complètement la personnalité et le personnage qui était Claude Jean-Pierre. Donc c'est important de savoir qu'à chaque fois, derrière chaque victime, il y a un homme, il y a une famille, et il y a des gens qui souffrent. Donc ça, c'est très bien retranscrit dans le documentaire, et c'est vraiment un travail à souligner. Donc nous... on a réussi quand même à faire pas mal de choses, on tient à le souligner, à remercier les gens qui nous soutiennent. On a quand même un collectif qui regroupe plus de 16 organisations syndicales, politiques, le collectif contre violence à Gendab, qui s'est formé suite à cette affaire de Claude Jean-Pierre. On a des artistes, on a énormément de personnalités locales, internationales, des militants du monde entier. Donc on tient à saluer toute cette unité, cette solidarité qui nous permet de faire face à cette injustice pour le moment. Et donc la suite, c'est vraiment de continuer sur cet élan. Aujourd'hui, on a un outil, comme je l'ai dit précédemment, qui est le documentaire. On doit tous s'en saisir, parce que souvent on nous reproche de ne rien faire, surtout au sein de notre communauté, de ne pas faire. Donc quand il y en a qui font, alors aidons-les et encourageons-les, puisque c'est ensemble qu'on pourra faire évoluer les choses tout simplement. Fatia, un dernier mot Un dernier mot pour la suite de l'affaire Claude Jean-Pierre et pour la suite de nos aventures, on va dire. Il faudrait vraiment que ce film documentaire puisse vivre, parce que c'est un outil pédagogique. C'est quelque chose vraiment qui nécessite d'être vu, d'être partagé. Donc j'en profite pour remercier Harry aujourd'hui pour le travail journalistique que ses équipes et lui ont pu faire. Donc côté manifestation, on va dire que c'est ça. On est dans cette ligne de mire. Et puis côté juridique, le travail est entre les mains de nos avocats qui aujourd'hui ont déposé leurs observations suite aux dernières expertises médicales qui ont été rentrées dans le dossier. Donc on attend bien évidemment, et c'est ça mon sous-peu, on l'espère, un retour de la juge d'instruction en charge sur ce dossier qui, je l'espère, ira dans le sens de la vérité. Très bien. Et Harry, pour terminer, nous rappeler où on peut justement voir l'État républicain, comment on peut y accéder et comment on peut justement le regarder. Alors on peut accéder à l'État républicain sur Internet, sur son téléphone pour les plus jeunes qui regardent des séries et des films sur le téléphone, sur un ordinateur, sur un écran connecté, en tapant étatrepublignal.com. On aura peut-être un sous-titre en bas de votre écran, comme on dit. Voilà. Et ou claudejeanpierre.com. Et là, vous allez tomber sur la plateforme dédiée où vous aurez accès, évidemment, gratuitement à tout un tas d'articles, à tout un tas d'informations. Et si vous le souhaitez, si vous le pouvez, en payant 5 €, vous pouvez voir ce film qui amène une dimension humaine. Moi, j'aime beaucoup ça parce que moi, c'est celle de mon engagement, de ma vocation dans ce métier. Je suis devenu journaliste parce que je m'intéresse aux gens, parce que j'aime les gens et que j'aime savoir comment ils vivent, quelles sont leurs revendications et quel est le contexte dans lequel il évolue. Et ce film, ça permet effectivement de mettre de la chair, mettre de l'humain, de voir les souffrances et les douleurs de familles qui n'arrivent pas à faire le deuil parce que non seulement elles ont perdu un proche, mais en plus, il n'y a pas eu de justice rendue. On a la famille Salin, ça fait 38 ans que Charles-Henri Salin est mort et ses sœurs sont encore dans une douleur incroyable et qui éclate très vite dans leurs témoignages. Et rien que pour ça, je pense que voilà, c'est important de s'y intéresser et de soutenir ça. Très bien, je vous remercie Harry Roselmack, merci Christophe, merci Fatia. Merci. Je vous remercie à vous, chez vous, de nous avoir regardés. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. C'est la garantie de notre indépendance, un peu comme pour ce documentaire. Alors si vous aimez nos programmes et que vous voulez que le média puisse se développer, renforcer ses équipes, sa grille de programme, offrez-vous, à partir de 5 € par mois, à peu près la même somme, un véritable média libre et indépendant à la télévision. Nos programmes se poursuivent bien sûr sur le flux 24/7 de YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. À très vite sur les antennes du média.